La guerre est finie en Ukraine et l'Occident a perdu. La guerre est finie en Ukraine, ça semble de plus en plus clair, de plus en plus évident et maintenant je pense que personne ne pense que la Russie puisse reculer, que l'Ukraine puisse récupérer ses territoires et que l'Occident puisse gagner. Et en fait, les derniers événements qui arrivent actuellement à Kharkiv sont la preuve d'une avancée de plus en plus forte des Russes et progressivement, l'Europe, les États-Unis sont en train d'expliquer à Zelensky que maintenant, il faut négocier et qu'il n'arrivera plus à vaincre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc oui, la guerre est finie en Ukraine, enfin elle continue, mais l'issue ne fait plus guère de doute. C'est peut-être pour ça que vous entendez de moins en moins nos dirigeants en parler. L'issue ne fait plus guère de doute et ça ne va pas du tout dans le sens de l'Occident ou dans le sens du narratif que nous avait fait où la Russie était en train de s'effondrer. On va regarder ça ensemble. Stratégie russe en Ukraine, une manœuvre pour renforcer Kiev, pour forcer Kiev à renforcer ses troupes à Kharkiv. La guerre en Ukraine a pris une tournure stratégique significative, surtout autour de la ville de Kharkiv. Lors d'une visite récente à Kharkiv, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que les troupes ukrainiennes convergeaient vers le nord pour défendre cette ville cruciale, alors que les forces russes intensifient leur avance. Cette concentration de forces autour de Kharkiv semble être un élément clé du plan russe visant à conquérir l'ensemble de la région du Donbass. C'est quelque chose dont j'avais pu parler dans un direct, parce que dès le début de l'attaque de Kharkiv, on avait vu que l'idée, c'était d'étendre énormément les troupes ukrainiennes et qu'elles ne puissent plus, par manque de nombre, parce qu'il y a beaucoup plus de Russes que d'Ukrainiens, qu'elles ne puissent plus défendre vraiment le Donbass. Et donc, progressivement, elles tombent. Et là, on voit bien que Kharkiv pousse les forces ukrainiennes à essayer de défendre cette ville qui est la deuxième en taille du pays, mais que ça semble fichu. Une concentration militaire significative. La Russie déploie entre 35 000 et 50 000 soldats près de Kharkiv, un mouvement qui met une pression énorme sur les forces ukrainiennes. En réponse, Zelensky a déclaré que des renforts ukrainiens affluaient vers le nord pour protéger la ville et ses environs. Cette situation crée un dilemme pour Kiev, car déplacer les troupes vers Kharkiv pourrait affaiblir d'autres fronts cruciaux, donc ceux qui sont au sud, ouvrant potentiellement des opportunités pour les forces russes dans d'autres parties du Donbass. Objectif, la domination du Donbass. La stratégie russe semble claire. En forçant l'Ukraine à déployer ses troupes vers le nord, Moscou cherche à exploiter des vulnérabilités dans le sud. Le Donbass, riche en ressources et stratégiquement important, reste un objectif clé pour la Russie. C'est même l'objectif qu'elle a annoncé depuis le début. C'est-à-dire que dès le départ, Vladimir Poutine nous annonçait qu'il voulait prendre le Donbass. Donc voilà, les choses sont claires dès le début. La pression exercée sur Kharkiv pourrait permettre aux forces russes de progresser plus facilement dans cette région disputée. Un moral en berne et des effectifs en baisse. L'armée ukrainienne rencontre des défis significatifs en termes de personnel. Malgré des efforts pour aligner 250 000 soldats sur le front, il manque environ 40% des effectifs dans de nombreuses brigades, selon une source militaire française citée par Europe 1. Cette pénurie est exacerbée par une vague de désertion parmi les jeunes conscrits. J'ai vu des vidéos sur X, je ne sais pas si vous avez vu aussi, où on voit vraiment des jeunes qui essayent de s'échapper. Notamment dans une bagnole, il y a des militaires qui essayent d'ouvrir la voiture, il y a le jeune qui est dans la voiture, et il y a ses parents qui essayent de le protéger pour pas qu'il soit amené sur le front. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté... Enfin, ils veulent pas se faire tuer, quoi. C'est tout, ils veulent pas se faire tuer. Et moi, je les comprends, hein.
Un officier ukrainien a confirmé que le recrutement est devenu un problème majeur, surpassant même les préoccupations liées à l'armement, vers une négociation inévitable. Face à cette situation précaire, les armées occidentales et leur chancellerie semblent de plus en plus convaincus que l'Ukraine devra envisager une négociation pour mettre fin à la guerre. Oui, mais les chancelleries, ça fait 1 an qu'on vous le dit. Si vous avez des doutes, écoutez DME. J'ai interviewé des spécialistes là-dessus. Ça fait 1 an. 1 an. Qu'on vous dise, voilà, il faut négocier sur la base de ces territoires. Tout ce que vous avez fait, c'est laisser tuer des centaines de milliers de jeunes pour rien. Pire que rien. Parce que depuis, l'Ukraine a perdu encore du terrain. Il fallait négocier en avril dernier. Ça m'énerve parce que, vous voyez, c'est des choses qu'on avait dit exactement comment ça se passerait. Exactement. Comment des chancelleries pouvaient ne pas le savoir? Ces gens-là n'ont fait que vendre des armes et s'enrichir comme ça sur des dizaines de milliers de morts. C'est pour vendre des armes, pour que nos présidents puissent faire de la gloriole, qu'on a laissé des dizaines de milliers de personnes se faire tuer. On négociait il y a 1 an. Il y avait beaucoup moins de morts. Et en plus, l'Ukraine récupérait plus de territoire qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y a gagné? En plus, une gloriole temporaire. Parce que maintenant, il va falloir expliquer. Il va falloir que notre grand Emmanuel Macron, notre super fragère, notre Napoléon, il faudra qu'Ursula aussi vienne nous expliquer comment on a pu perdre face à la Russie. Alors, ils trouveront un moyen. Oh, ils vont nous expliquer qu'on a gagné. On n'a pas des gens au niveau. On n'a pas des gens au niveau. Et ça coûte des dizaines de milliers de morts. Face à cette... Pardon. Cette perspective est renforcée par la crainte d'un scénario encore pire, où la Russie pourrait ouvrir un autre front, étirant encore plus les capacités limitées de l'armée ukrainienne. Pression diplomatique. Les chancelleries occidentales préparent une action diplomatique coordonnée pour convaincre Zelensky d'accepter les négociations. La question reste de savoir si le président ukrainien est prêt à passer du rôle de héros de guerre à celui de négociateur de paix. Vous savez, vous arrêtez de le... Alors, moi, il y a un truc très simple, vous arrêtez de lui fournir des armes. Là, je veux dire, les Américains, Biden lui dit, on te fournit plus d'armes, mais en 24 heures, il va négocier la paix. Ce changement de posture serait crucial pour éviter une escalade supplémentaire et pour stabiliser la situation sur le terrain. Analyse économique de la situation. Dans une perspective libertarienne, il est crucial de considérer les implications économiques de cette guerre prolongée. La mobilisation massive de ressources pour le conflit détourne des investissements qui pourraient être dirigés vers des secteurs productifs de l'économie. Le coût humain et matériel de la guerre représente une perte économique significative, affectant non seulement l'Ukraine, mais aussi ses partenaires commerciaux. Peut-être en dehors des Américains qui, eux, ont gagné énormément d'argent avec cette guerre. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne principale. C'est impressionnant. Les coûts économiques pour l'Ukraine. La guerre a déjà coûté plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine, non seulement en termes de dépenses militaires directes, mais aussi par la destruction d'infrastructures vitales. Les investissements étrangers, indispensables pour la reconstruction et la croissance économique, sont freinés par l'incertitude et l'instabilité. L'économie ukrainienne, déjà fragile avant le conflit, est maintenant sous une pression immense. Le coût de la reconstruction post-guerre sera colossal. Je me rappelle de ces idiots, et je ne parle pas des Ukrainiens,
de ces élites totalement débiles qui disaient que c'était les Russes qui allaient payer la reconstruction. C'était il n'y a pas longtemps, ça, hein, souvenez-vous. Souvenez-vous de nos petits chefs qui expliquaient que les Russes allaient payer la reconstruction. Le coût de la reconstruction post-guerre sera colossal, nécessitant une aide internationale substantielle et une planification économique rigoureuse. Impact sur les marchés internationaux. La guerre en Ukraine a également des répercussions significatives sur les marchés internationaux. Les sanctions contre la Russie et les perturbations dans les exportations de blé et de gaz naturel ont contribué à une volatilité accrue sur les marchés mondiaux. Cette instabilité affecte les prix de matières premières, augmentant les coûts pour les consommateurs et les entreprises à l'échelle mondiale. Les économies européennes, en particulier, ressentent les effets des sanctions et de la hausse des prix de l'énergie, ce qui ralentit leur croissance économique. Le rôle des sanctions. Ça aussi, qu'est-ce que ça nous a coûté à nous, mais à chacun d'entre nous, quoi. En énergie, en prix sur l'énergie, etc. Enfin, c'est tout ça pour se retrouver battu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les sanctions économiques imposées par la Russie, imposées à la Russie, bien qu'efficaces pour isoler économiquement le pays, mais enfin, il s'est retourné vers d'autres pays, je rappellerai la Chine. Je n'ai pas souvent remarqué les vidéos où on voit comment Poutine a été accueilli en Chine et comment le président allemand a été accueilli en Chine. Le chancelier allemand, quand il a été accueilli en Chine, c'était par un des adjoints au maire. Un des adjoints au maire. Vladimir Poutine, quand il a été accueilli en Chine, le président chinois Xi Jinping est venu l'accueillir. Il est descendu au pied du palais pour aller l'accueillir. Donc les sanctions renforcent la détermination de la Russie à poursuivre ses objectifs militaires tout en augmentant les tensions géopolitiques. D'un point de vue libertarien, l'efficacité des sanctions économiques est souvent remise en question, car elles peuvent entraîner des effets secondaires qui impactent les populations civiles et perturbent les marchés libres. Et nous, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous l'avez senti passer dans votre facture d'électricité, cette histoire. Solution de marché et la paix. Une approche libertarienne privilégierait des solutions de marché pour résoudre le conflit en favorisant le commerce et les échanges économiques comme moyen de stabilisation et de paix. Encourager les entreprises privées à investir dans des projets de reconstruction et de développement pourrait créer des incitations économiques positives pour la paix. Le commerce libre et les investissements étrangers peuvent jouer un rôle crucial dans la reconstruction de l'Ukraine et la stabilisation de la région. Je voulais faire cette vidéo, vous savez, en feedback par rapport aux vidéos que j'ai faites, au direct que j'ai fait sur l'Ukraine. Et surtout pour vous montrer, voilà, je crois que l'élément de langage, on cherche maintenant des éléments de langage en Occident pour expliquer qu'on a gagné. L'Ukraine se sera fait piquer 15-20% de son territoire, mais on aura gagné. Donc, on est en train de chercher les éléments de langage pour que Macron, pour que Biden, pour que Ursula ne perdent pas trop la face. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup d'attendre une année de plus et des centaines de milliers de morts pour ça? Est-ce que ça valait le coup de faire ces sanctions économiques qui nous ont coûté extrêmement cher, non seulement individuellement, avec les prix de l'énergie, mais regardez aussi la croissance de l'Europe. Regardez aussi où on en est en Europe sur l'énergie, sur les prix de l'énergie, qui font que nos industries se barrent parce qu'on s'est fâché avec la Russie. Est-ce que ça valait le coup? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.